Jeux et rôle, et on va vous parler de Blade in the Dark, c'est Matt, évidemment, et moi, des défauts en jeu de rôle. Je vous parlais pour une fois de Blood in the Dark. J'en parle souvent, on se moque souvent. Ah, bah tu parles toujours de Blood in the Dark. Mais en fait, je n'ai jamais vraiment parlé de Blood in the Dark. Jamais. Bah, c'est-à-dire que... Sur cette chaîne, je n'ai jamais vraiment parlé de Blood in the Dark. je suis sûr que tu as déjà dû faire une ou deux références sur les trucs des premières vidéos. Et en tout cas, puisqu'on parle de jeu, il y a une. Moi, je vais vous parler d'un mécanique de jeu que je trouve vraiment très bien dans Blood in the Dark et qui est surtout une philosophie de comment aborder une partie avec Mm. une mécanique de jeu et qui est adaptable dans toutes les autres. C'est-à-dire que je vais parler de Blood in the Dark, mais en fait, ça s'adapte. Moi, j'ai utilisé ça pour Donjons et Dragons ou pour d'autres jeux. J'ai pas besoin que ce soit Blood in the Dark pour utiliser cette mécanique. Et Ok. cette mécanique, et si c'est bien, je vais aller sur One Man Multiverse. Qu'est-ce qu'il y a sur One Parce More que sur mon Multiverse? multiverse, il y a ma campagne Blood in the Dark. Ouah. Et ça va. Mais il y a surtout un giga bundle de la mort qui tue, là, Oui, et là c'est ils ont fait le payant. game. Là c'est payant, mais en fait j'y vais juste parce que je voudrais vous montrer les fiches de personnages. Parce que moi j'ai besoin que des fiches de personnages pour vous montrer Oui. ce qui se passe dans, Alors, dans Blood in the Dark. Donc ça c'est genre une maison bourge créée sur One More Multiverse. Mais ici c'est pas ce qui. Dans Blood in the Dark. Ce qui m'intéresse c'est la fiche de personnage. Donc, dans la fiche de personnage de Blade in the Dark, il y a un truc pour expliquer à quel point vos personnages sont en fait meilleurs que vous pour faire ce qu'ils sont censés faire. C'est-à-dire, ils sont meilleurs pour être caractéristiques des voleurs. Hein, à rater. voilà. Et donc, comme ce sont des voleurs, et que donc là je suis en train de faire un personnage très rapide, on voit en plus la création de personnages dans Blade in the Dark, donc allez, on va faire un cutter. Et comme ils sont plus forts que vous dans leur métier, Blade in the Dark utilise une technique que je trouve très intéressante, qui sont à la fois les flashbacks et l'utilisation de l'équipement. Et Ok. donc, je vais vous montrer rapidement ce qu'on peut faire avec l'équipement. Le flashback, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en gros, quand vous faites un coup, vous pouvez avoir comment dire, vous pouvez à certains moments invoquer des flashbacks, expliquer que vous aviez prévu le coup et que donc c'est quelque chose que votre personnage avait déjà réfléchi Hmm. avant d'arriver sur place et donc qu'il est capable comment dire d'être Bah, il le sort de voilà, sa poche, quoi. comme il avait déjà prévu le coup avant, Hmm. et ben il avait réfléchi Ouais. à la chose là, il n'est pas surpris, Bien sûr que j'ai ma corde, etc. MJ. Voilà, exactement. D'ailleurs, je l'ai prise parce que quand au moment de partir, eh bien, je l'ai vu qui était accroché sur le portant et je me suis dit que vu qu'on allait peut-être devoir faire de l'escalade, ce serait utile. Voilà. Paf. Et donc, le flashback, c'est un moyen pour, en jeu, expliquer que votre personnage est plus fort que vous. Ça, Blade in the Dark, il a des mécanismes pour faire ça. Mais comment vous pouvez faire Ouais. ça dans un autre jeu que Blade in the Dark? Vous pouvez tout simplement utiliser des points de tactique, Les- quoi, de Hmm. préparation. En gros, vous pouvez accorder dans Donjons et Dragons, ok, parce que vous avez prévu le coup, ou parce que vous avez réussi un jeu de tactique, ou que sais-je, vous avez le droit à des points. Et quand vous avez vos points de tactique, vous pouvez les utiliser pour dire, mais si bien sûr, quand je suis devant cette porte formidable, j'avais déjà pensé que la porte pour l'ouvrir, il me fallait de l'acide, et oui, oui, j'ai de l'acide dans ma poche, hop, utilise-moi un point de tactique, t'invoques ce dont tu avais besoin. Et Blade in the Exactement. Dark, voilà, donc ça c'est, on pourrait dire des points de flashback. Mais ce que Blade in the Dark aussi fait, c'est donc l'inventaire. Donc je suis arrivé à l'inventaire, et ici à chaque fois il y a une liste d'équipements dans Blade in the Dark qui sont des équipements de base et liés à la classe. Qui sont donc par exemple Ok. une lame ou deux, une belle lame lourde, ça c'est des trucs parce que j'ai pris un cutter qui sont les bourrins dans le jeu, une potion de rage, un Spirit Bend c'est pour chasser les esprits dans le jeu, et ça c'est des trucs qui sont dans à peu près tout le monde. Et Ok. comment ça marche? Quand on fait un coup dans Blade in the Dark, on choisit quel euh, poids d'équipement on veut. Si on veut être en normal, en lourd ou en léger, sachant que si on est en lourd, bah, on est tout de suite repérable si les flics arrivent. Si on est en light, bah, on n'est pas repérable même si on est fouillé, alors qu'en normal, on est repérable si on est fouillé. Et donc, quand on appuie sur normal, on a 5. Et ça veut dire qu'on peut choisir 5 équipements en jeu, pas au début. C'est-à-dire que vous êtes en train de jouer, et puis tout d'un coup, tu dis, ah putain, oui, j'ai besoin d'une corde, mais mon personnage, il avait prévu d'avoir une corde. Bah, une corde, ça me prend 2 options.
sur mon truc, donc je clique 2, et donc sur mes 5, j'ai utilisé 2 options pour utiliser mon équipement. Donc j'invoque un équipement a posteriori. Et ça fait partie, toujours pour moi, de votre personnage est meilleur que vous dans ce qu'il fait. Vous n'êtes pas un voleur professionnel, vous n'êtes pas un militaire professionnel, vous ne connaissez pas... je sais que certains joueurs aiment beaucoup passer du temps à préparer tout ça, mais pour des campagnes plus Uniquement. rapides, ou pour jouer le fait que votre personnage a des compétences, vous n'êtes pas astronaute, comment ça se passe dans l'espace, en tant qu'astronaute, vous auriez peut-être pas oublié de prendre tel ou tel équipement, et soit vous permettez, parce que vous êtes un gentil MJ, vous vous dites, si je permets aux joueurs d'avoir ça, parce que je pense que le personnage aurait pensé, soit vous accordez des points de préparation, des points de tactique, toutes ces choses qui peuvent être utilisées pour invoquer a posteriori des choses. Complètement. C'est d'ailleurs pas le seul jeu à faire ça, comme nous fait remarquer Fauvel. On le retrouve avec les matos et les infos dans The Sprawl ou les flashbacks de City of Mist. Et effectivement, c'est des chouettes mécaniques. Parce que là où tu as raison, c'est que on sent bien la différence joueur-personnage. Et on pourrait même l'appliquer, je pense, à d'autres choses. Les flashbacks, j'imagine qu'on peut s'en servir pour du social, mais aussi pour du combat et d'autres éléments. Dans Blade of the Dark, par exemple, tu arrives devant un endroit où il y a 2 gardes. Tu dis, mais si je les connais ces gardes-là, j'ai bu des coups avec eux la veille et je les ai soudoyés. Et tu joues la scène en flashback. Donc tu joues la rencontre au bar, comme souvent dans les Ocean Eleven, où tu as parfois le flashback Ouais, où tu vois rapidement en montage cut que la veille il avait bu un coup avec le gars qui lui avait filé du pognon, etc. Tu fais ton jet de dés de corruption à ce moment-là, et en fonction du résultat du jet de dés, hop, tu reviens dans le présent, et dans le présent tu vois ce qui se passe. Ça se passe, ça marche, vous tapez dans la main, vous passez, ça marche pas, non, au dernier moment vous tapez dans la main, mais derrière il y a ses potes qui t'attendent pour te défoncer. Donc ça reste un jet complètement. qui fait avancer la fiction, mais c'est des scènes qui peuvent se passer dans le passé. Ouais. Et ça Et pour c'est le... effectivement une mécanique, pardon. Voilà, et ça c'est un truc où c'est une mécanique, mais c'est une mécanique de jeu qui est adaptable à plein de jeux de rôle, pas que... Voilà. Complètement. Blade in the Dark, ça marche très bien parce que c'est un jeu qui veut être sur l'action et qui veut pas que les joueurs passent des heures sur la préparation, et que donc ils considèrent que la préparation est faite a posteriori. Et je pense que cette philosophie-là est une philosophie de jeu qui est facilement adaptable à plein d'autres jeux, dont Donjons et Dragons. Bah, quasiment tous en fait. Plutôt que de préparer le plan pendant 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes autour de la table, et que de toute façon il foire au moindre premier détail, et voilà, on peut imaginer partir à l'aventure, et effectivement, avec ce genre de flashback, dire ah bah là on avait prévu, et tu peux mettre un nombre de points fixes. Dire bah là t'as tant de flashbacks où tu vas pouvoir te sortir d'une situation délicate en soudoyant les gardes, parlant à la bonne personne, laissant la porte ouverte la veille, etc. etc. Après, il y a quelques jeux comme Rêve de Dragon, pour ne pas nommer, où se faire plaisir de mettre un truc dans un sac qui va être dans un sac qui va être dans un sac, ça fait partie du plaisir du jeu, c'est-à-dire d'avoir un sac à Ouais. dos hyper travaillé où tu vas passer des plombs pour fabriquer ton sac à dos, etc. Certains y trouvent du plaisir, Mm. moi moins. Et donc je propose cette manière mécanique de gérer l'équipement la préparation et la connaissance du métier des personnages hors champ, en Ok. flashback, à tous ceux qui trouvent ça un peu chiant de gérer l'équipement de manière voilà. Ouais. Moi Bon, j'aime bien. Des points à dépenser, et tu, sur le moment où tu as besoin, paf, en tu fait, l'as. on revient toujours au même sujet, qui est le sujet du player skill ou pas. C'est-à-dire qu'en gros, Oui. le jeu de rôle à l'ancienne, le porte-monstre trésor à l'ancienne, le donjon et dragon première époque, etc., on était vraiment dans le player skill. C'est-à-dire il fallait que les joueurs pensent à tout. Et ça fait partie du charme du jeu. T'as un sac de billes dans la poche, qu'est-ce que tu vas foutre avec? Et c'est à toi d'imaginer tous les trucs que tu peux inventer avec des billes pour faire chier, faire tomber les joueurs, vérifier la pente d'un truc pour voir s'il n'y a pas un trou. Enfin, je sais que c'est un des plaisirs quand on voit dans Ah Donjons et bah, Dragons aujourd'hui, même dans la dernière édition, il y a toujours ce truc d'équipement qui n'a pas changé depuis le début, qui annonce la perche de 10 mètres, le sac de billes, etc. etc. C'est des trucs qui dans Donjon 5 n'ont aucune utilité, que personne n'utilise parce que plus personne ne joue le dungeon ça. crawl comme on le faisait à l'époque, alors que la perche de 10 mètres, enfin c'est clairement parce qu'il y a un mec qui était devant et qui faisait tac 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 avec sa perche, tac 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 pour vérifier qu'en gros il Excellent. n'y avait pas un piège devant quoi. Ouais, moi je dis ça, mais quand j'ai fait des jeux où je dois choisir de l'équipement, je prends toujours une corde. Ça m'a tellement servi et dans toutes les situations possibles et imaginables, j'ai toujours une corde. Maintenant, mes personnages ont toujours des cordes, quel que soit l'univers, hein. Donc il y a un petit plaisir aussi, c'est voilà. Mais effectivement, j'aime bien cette gestion de l'équipement au point, parce que du coup, je pourrais avoir ma corde quand j'aurai besoin de ma corde.
et j'aurais pas été traumatisé à avoir des cordes partout chez moi. Voilà, Voilà, donc n'hésitez pas à considérer que les personnages de vos joueurs sont meilleurs qu'eux sur certains points, complètement. et donc de leur permettre d'avoir Soit vous n'avez pas de points, vous considérez que juste est les meilleurs et qu'il aurait pensé de toute façon, soit vous voulez gamifier un peu tout ça, et vous rajoutez des petites currencies que les joueurs peuvent échanger pour rattraper le fait que c'est pas des voleurs slash guerriers slash espions professionnels quoi. Mm. Voilà. Bah ouais. Donc ça c'était le jeu, Le jeu, et maintenant je me tourne vers le rôle. eh bien, le rôle te répond, un jeu. Ce soir, je vais vous parler, je l'ai un peu dit en amont, je vais vous parler des défauts. Et je vais parler de défauts de personnages. Alors, certaines personnes aiment quand leur personnage est parfait, que c'est un parangon, qu'il est excellent dans tout, qu'il ne rate rien, l'incarnation de la chevalerie. Pour ma part, c'est un peu l'inverse. J'aime bien quand mes personnages ont des défauts marqués. Pourquoi? Eh bien, c'est assez simple. Par exemple, un personnage alcoolique, un personnage maladroit, ou un personnage qui peut être colérique, qui va pas avoir la langue dans sa poche. Pour moi, il y a plusieurs raisons à ça. C'est créateur de tension. Ça va rajouter de la profondeur au personnage sur le moment quand on le crée. Avoir un personnage colérique, eh ben, ça veut dire il va être un peu plus, il va avoir un peu plus d'épaisseur, qu'il va avoir un peu plus de caractère. Et ça va surtout permettre de développer le personnage parce qu'évidemment, ses défauts, il va falloir s'en servir en jeu. Mon personnage colérique, il va peut-être pas accepter de se faire insulter ou de se faire rabaisser en public. Peut-être qu'il va mettre un nion auprès à la première personne qui lui marche sur les pieds. Mon personnage alcoolique va peut-être avoir tendance à sombrer dans la bouteille et à ne pas être très fiable quand il faut retenir des choses, transmettre les informations. Mon personnage maladroit va avoir peut-être les meilleures intentions du monde. Peut-être qu'il va vouloir charger au cœur de la bataille, mais que, hop, mince, malheureusement, il a glissé sur cette feuille dans la boue et son épée est allée se perdre dans le champ à côté. Ça va donner donc un peu de tension, un peu de relief, des scènes qui peuvent parfois être drôles, des scènes tragiques, mais ça va surtout permettre d'être accessible et de créer des relations interpersonnelles. C'est-à-dire que bah, ce joueur colérique, peut-être il s'est mis en bisbille avec quelqu'un ou que, à contrario, il a un ennemi commun avec un des autres joueurs autour de la table, des personnages joueurs autour de la table. Et donc, on va pouvoir créer du lien. Un personnage alcoolique, pourquoi est-il alcoolique? Est-ce que c'est parce qu'il a perdu sa femme et sa fille dans un tragique accident? Peut-être qu'il a un psy qui le suit, qui l'aide à essayer de remonter la pente. Et mon personnage maladroit, eh bien peut-être que il a fait tomber ses livres, il a croisé le regard d'une belle et jeune demoiselle ou d'un beau et jeune damoiseau, et qu'ils sont tombés éperdument amoureux en se rendant les livres et en se touchant subtilement la main. Tels nos petits dramas préférés. Cependant, les défauts, il y a quelques règles à mettre en place. Il y a des défauts que je déteste. Et je pense que Matt, ça va lui rappeler quelques parties. Mais non, mais je le joue comme ça, mon perso c'est un connard, mais c'est parce que c'est son caractère. Donc non, j'aide pas les autres. Ceci n'est pas un bon défaut. Ceci est être un joueur égoïste. Voilà, ce n'est même pas un défaut de personnage, c'est être un joueur égoïste. Comment on évite ça? Déjà, je pense qu'en parler en amont, c'est bien. L'évoquer avec la table, parce que personne veut jouer avec un mec qui fait loup solitaire. C'est extrêmement énervant. L'autre défaut, je vais le nommer le défaut d'Arc Sasuke. Je suis très sombre et très mystérieux et très tourmenté par tout ce qui se passe. La vie est injuste. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Voilà. Dans ma jeune Ça, époque, on appelait ça le mystérieux sympathique. Parce qu'il est mystérieux, mais sympathique. mais sympathique. Moi, j'ai une image, c'est un mème d'internet, mais qui date. Des fois, je suis dans la cour et je dis Omae wa mo shinderu. Et personne ne sait ce que ça veut dire, mais ça fait mystérieux. Et je me trouve classe. Et ça, c'est une question peut-être de curseur. Oui, votre personnage peut être tourmenté, mais votre personnage n'est pas que tourmenté. Peut-être qu'il a des moments où il se sent bien, des choses qu'il aime faire, des choses qui le motivent à essayer de sortir de ce tourment. Sinon, eh bien, j'allais avoir une expression très vulgaire, faites ça tout seul dans votre coin.
Alors, Voilà. c'est vrai, mais si ce que tu dis, il faut discuter. Si, Oui. à la limite, s'il y a un personnage qui veut faire son Dark Sasuke du 93, parce que c'est encore mieux s'il y a XX. tu vois, XX Dark Sasuke du voilà. 93, XX. Voilà. S'il veut le faire, pourquoi pas, mais il faut que le joueur accepte que si les autres vont vers lui pour pour le challenger, peut-être pour l'emmerder ou même parfois pour leur dire bah, dis donc mon Mm. coco, qu'est-ce que t'as, c'est quoi ton problème, bah, qu'il se livre et qu'il mette pas 72 000 Exactement. parties avant de se livrer. Et c'est pour ça que je parlais de curseur. Je vais prendre une partie notamment de Harry Potter où on joue avec un personnage, une personne très sympa, ça s'est bien passé, mais où son personnage était très inaccessible et faisait rien pour l'intégrer au groupe. Mais rien du tout. Même quand nous on lançait des perches. Donc une fois, deux fois, et au bout de la troisième, je dis, tu sais quoi, tu veux pas jouer avec nous? Bah joue pas avec nous, c'est pas grave. Donc je n'ai fait que j'ai arrêté d'interagir avec lui. Mais on en a parlé après la première ou deuxième partie. Et je lui ai dit, ok, je comprends qu'il faille que la relation mette du temps à s'instaurer, que tu as des problèmes de confiance. Mais en termes de joueurs, ça fait 8 heures qu'on joue ensemble, et ça fait 8 heures donc, de partie, et ça fait 8 heures qu'il ne se passe rien parce que tu refuses tout. Donc on a tout mis à plat, ça peut se faire en amont, mais ça peut se faire aussi en cours de route. Le Dark Sasuke n'est pas forcément un Dark Sasuke dans l'âme. Il veut peut-être tester un concept de personnage, mais dans le cas où ça vous fait suer, c'est embêtant pour la table, il faut lui dire, il faut communiquer, voilà. Mais en vrai, il faut en parler en amont. C'est pour ça que moi j'aime bien créer les personnages ensemble. J'aime pas, rarement ça marche les personnages, les gens, les joueurs qui arrivent avec des personnages tout faits avec 20 pages de background tout seuls dans leur coin. Je préfère une co-création. Parce que bon, dans ma co-création, je fais toujours des liens entre les personnages et effectivement, j'insiste sur les défauts parce que je trouve que ce sont en plus des choses qui vont créer du jeu, qui vont donner des billes au MJ. Euh, C'est le vieux principe, c'est ce que disait Hitchcock hein, sur la surprise et le suspense. C'est-à-dire que si tu veux que ton personnage soit instable parce il a connu des choses horribles par son passé et que peut-être qu'il a rejoint le groupe parce qu'il veut se venger de son frère caché qui est l'un des autres joueurs. Donc ça, t'as mhm, écrit ça dans ton coin, t'en as peut-être vaguement parlé au MJ et tu gardes ça au fond de toi parce que tu dis ah ah, quand je vais le sortir, les autres vont être tellement surpris, ils vont faire ah Nani, oh non, non, ça va être formidable. Oui, c'est encore mieux quand vous avez prévu ça avec les joueurs, que les joueurs savent que ton personnage à tout moment peut péter une pile et va peut-être se venger de l'autre joueur, mais mhm. ils ne savent pas quand ça va arriver, et ça monte, ça peut arriver sur plusieurs parties quand ça va arriver, et ça leur crée une tension permanente qui est plus intéressante que le moment où vous allez dire ah ah, ça fait 50 parties que je fais semblant d'être votre pote, mais en fait je suis là pour me venger de mon frère. Oui, c'est effectivement Yuki, c'est un peu le principe de la bombe. Euh, pour avoir de la tension, c'est bien de savoir qu'il y a une bombe, sinon bah, juste à la fin tu pètes. Et finalement, bah, c'est vachement moins cool d'exploser que de savoir que tu vas exploser. Et on pourra retenir ça pour les défauts. Alors, je voudrais juste sur un Oui, truc vas-y. les personnages qui ont des défauts pour les rendre, pour leur donner du relève, c'est vrai, mais il y a quand même un élément très important. Alors peut-être que tu allais en parler, mais prenons un jeu comme Warhammer, où les gens sont souvent Oui, perclus de défauts, mais où quand oui. même au bout d'un moment, il faut quand même sauver le monde, ou en tout cas sauver la ville, ou sauver le quartier, ou en tout cas, et que Oui. si tu joues vraiment des bras cassés jusqu'au bout, il est possible que tu fasses salement capoter les choses, ou que toi tu finisses très Oui. mal, etc. Il faut donc que dans le contrat social, le MJ pose la question qui est est-ce que vous acceptez que si ça merde, et ben le monde fait boum 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 et c'est pas grave, ça fait partie du plaisir d'accepter que tout s'écroule et le monde aussi autour de vous. Ou est-ce Oui. que et donc le MJ il a joué à la dure et que tant pis si vous jouez des loses, ça vous intéresse de jouer des loses à la dure. Ou est-ce que je dois quand même pas la jouer à la dure et partir du principe quand même qu'on essaie d'équilibrer les choses et que c'est pas parce que vous avez des défauts que tout le monde va vous pointer du doigt que tu vois Ouais, il y a échoué au bon moment complètement. et il y a échoué au mauvais moment quoi. Donc Exactement. Et pour moi, c'est là que l'intelligence de jeu et le fait de se connaître et le contrat social vont rentrer en ligne de compte. C'est important de définir ça, mais c'est important de se dire que il faut que ça crée du jeu et pas que ça handicape le groupe. Dans le sens où bah, c'est bien qu'un mec se fasse enlever, kidnapper, ça va créer de la tension. Par contre, si le mec flingue un otage, enfin, ou flingue rate une grosse étape, ça peut ne pas plaire à certains joueurs autres, en fait, qui veulent
qui veulent peut-être réussir, entre guillemets, le scénario. Donc ça va dépendre de ça. Et bon, pour moi, c'est un défaut qui doit impacter principalement le personnage du joueur, quoi. Je te donne l'exemple de ton personnage maladroit là. Oui, Et le joueur qui joue un perso maladroit et qui au moment du boss, il fait le critique qu'il faut pour tuer le boss, il fait non, en fait je suis maladroit et je le rate. Tu vois. exactement. Alors ça, justement, est-ce que c'est le bon moment? Alors, bah, ça va être question de table, en fait. Euh, Aussi, là, on a parlé de défauts qui sont. Alors, la maladresse, c'est un peu physique. On a beaucoup parlé de défauts sociaux. Les défauts physiques aussi, c'est super intéressant. Pour avoir joué un samouraï aveugle dans L5R, c'était très intéressant de voir justement comment cette personne s'est réinventée malgré son handicap. Ça peut être vecteur de jeu. Je me rappelle du MJ qui me dit, mais non, mais tu vas devenir aveugle si tu fais ça. Je dis, bah oui, mais à un moment donné, c'est intéressant. Et je savais où il voulait aller. Et je savais que ça n'handicaperait pas la table, donc j'ai fait ça. Et mon personnage est devenu un peintre, en fait, et un poète. Il s'est complètement reconverti, et en gagnant, évidemment, en essayant de gagner du respect. Et ça a été vecteur de jeu et vecteur de changement. Il faut aussi savoir que des défauts, ça s'efface ou ça se change. Ça va permettre de faire évoluer votre personnage. Votre personnage alcoolique, peut-être qu'il va s'en sortir. Ou peut-être qu'il va tomber dans la dépression. On ne sait pas. Ça va ou l'un ou l'autre. Voilà. Mais en tout cas, votre personnage, il va changer. Et du coup, voilà. Alors qu'un personnage parfait, bon, bah, s'il est parfait de A à Z, euh, bah, on s'ennuie, quoi. Les personnages qu'on trouve les plus attachants, c'est souvent des personnages pleins de défauts. Tout à fait. Dites-moi si vous avez des questions sur le chat. Je vois Yuki. Le JDR, c'est du catch. Utiliser le méta pour enrichir le drama et la narration. C'est à ça que ça sert de se dire nos secrets et nos faiblesses. Ouais, je suis complètement d'accord. Et en plus, ça permet de co-créer des secrets et des faiblesses. C'est marrant ce que tu dis Euh, sur le catch, que moi je me souviens quand j'étais gamin, je regardais le catch, mais en même temps en me disant ah c'est de la merde, ah c'est nul, ils font semblant, ah, c'est nul, ils font semblant, ils font semblant. Et puis après en vieillissant, je me suis dit mais non c'est génial en fait, c'est du c'est cirque, trop bien. c'est Ouais, du drama en fait. Et oui ils font semblant et enfin ça n'empêche pas que les mecs c'est des athlètes, hein, ils sont quand même capables de faire des cascades que je pourrais pas faire c'est clair. moi-même. Donc Oui, voilà, c'est nul, ouais. c'est du faux, mais t'as vu ce qu'il fait? Bah, bon quand même tu vois bon je le ferai J'ai de pas. faire un triple salto. Je le ferai pas moi-même, mais en même temps, je comprends en fait. Je suis peut-être pas Hmm, toujours client pour le drama qu'il raconte, mais en fait, oui, je conçois en fait, c'est de regarder ça ou un soap, complètement. enfin c'est du drama extrêmement respectable oui, tout à Ouais. fait. Peter qui demande, c'est marrant ça, tu sais où va aller le personnage avant de le jouer, de le confronter à des situations. Alors, en général, j'ai une idée et en général, elle change au fur et à mesure de la partie, justement avec les dynamiques entre les personnages. Mais ça m'empêche pas d'avoir ouais, des fois des grandes idées de voir ce que je veux explorer en partie. Sur ma partie de Bliss Stage, par exemple, je joue une handicapée qui a des jambes qui fonctionnent pas. Parce que j'ai envie de tester le handicap, les limites et pousser en fait un peu le groupe à dire bah ouais, mais en fait, je suis pas que handicapé, je sais faire des trucs. Voilà. Et Brand, tu as raison, jouer un personnage parfait, ça rappelle trop la vraie vie, on joue pour s'évader, c'est clair. Donc on veut des personnages avec des défauts, sinon finalement bah, on se retrouve, voilà, on jouera des personnages en poncho, voilà, donc pas très Après, intéressant. qu'est-ce que ça veut dire un personnage parfait? Parce que moi, de mon expérience, de ce quand j'ai vu un personnage parfait, c'est alors ça fait longtemps que je joue plus à ce type de table, mais quand on était plus jeune, un personnage parfait, c'est celui qui faisait le plus de dommages avec sa grosse épée, hein. Oui, bah, Donc, mais donc, on s'emmerde avec les mais personnages non, optimisés, disons-le. c'est pas ça que je dis. C'est ok, très bien, mais pour moi, est-ce que c'est vraiment parfait d'être capable de tuer des gens dès le premier rang d'initiative? À force de faire ça, t'es capable de faire que ça a des conséquences. Et je pense que le monde ne doit pas te voir comme quelqu'un de parfait, mais comme un putain de serial killer dangereux. Et bah, À mon avis. là où t'as raison, c'est tout dépend. Mais si dans le prisme de la table, dans le trope, pardon, de la table, je sais pas pourquoi, c'est parfait de tuer des gens de manière extrêmement efficace, souvent les aventuriers dans D&D, ils sont accueillis comme des héros, alors que effectivement, si tu regardes d'un point de vue, si tu dézoomes un peu, tu dis putain, c'est quand même des sacrés psychopathes, hein. Les mecs partent dans des ruines, tuer des choses, ramener des trésors, et ils tuent des choses. Bah, tu sais, D'accord, bon bah très bien. en anglais, ils disent le murdering hobo, c'est-à-dire en gros les clodos meurtriers, quoi. Donc, Exactement, bah c'est complètement c'est ça. les personnages de DD, c'est des clodos meurtriers. Ils sont là, ils errent avec leurs armes à deux mains. Ah, où es-tu, Ah, donjon que je... Ah. c'est clair. Donc ouais, voilà. Donc jouer des défauts, créer des défauts,
euh, intégrer des défauts aux parties, même en cours de route. Vous dites, ah, mais ce serait trop bien ça, finalement, que mon perso il devienne comme ça. Et tendez vers ça. Faites évoluer votre personnage et devenez des sacs à défauts. C'est bien les sacs à défauts. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé l'émission. À bientôt. Ciao, à Ren- bientôt sur l'AppJDR. Et rendez-vous sur le Discord. Exactement.